Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce quart d'heure dominical. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au souffle, cette énergie subtile et indicible d'une force incroyable, sans laquelle nulle vie n'est possible. La plupart d'entre vous penseront peut-être que nous n'allons parler que de respiration. En fait, il n'en est rien. Certes, il en sera question, évidemment, mais il sera question également de bien d'autres choses, notamment car c'est grâce à cette énergie vitale que l'évolution sur la voie est possible. Les Chinois la nomment Qi, les Japonais Ki et les Hindous parlent de Prana. Taikan Joji, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fondé un centre de pratique et d'enseignement du Zen Rinzai en 1975. Ce centre s'appelle La Falaise Verte. Il est situé en Ardèche. Et je crois que c'est un centre qui est en pleine expansion. Oui, exactement. On cherche maintenant à construire un Zendo, c'est-à-dire une salle de pratique qui se consacre exclusivement à la méditation, alors que le dojo actuel est une salle plutôt polyvalente. C'est-à-dire que vous pratiquez le tir à l'arc, je crois, vous faites différentes choses aussi. Voilà, le tir à l'arc, le kendo, différentes activités en relation avec l'art traditionnel japonais. Alors je suppose, question triviale, que toute expansion du centre repose sur les dons faits par les disciples. Voilà, exactement, on recherche actuellement un mécène. Donc, à bon entendeur, salut, comme on dit. Je vous remercie. Alors, vous avez passé 7 ans à Kobe avant de créer ce centre. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre séjour là-bas? Pratiquer le zen à plein temps dans un monastère au Japon revient un peu à tous les jours gravir la face nord des Doru ou les Grandes Jorasses. Et ce fut une expérience effectivement très difficile, mais quand on a un objectif, eh bien, il faut bien fournir les efforts nécessaires pour l'atteindre. Alors, quand on vous entend parler de cette expérience qui paraît particulièrement difficile et douloureuse, qu'est-ce qui peut motiver les gens donc à suivre votre trace finalement? Personne n'est censé suivre les traces de quelqu'un, sauf si cette personne a elle-même des aspirations profondes de recherche de soi et à partir de là, faire ce qu'il faut pour arriver à une émancipation. Alors on peut le faire dans votre centre, la Falaise Verte, qui est un centre de pratique et d'enseignement du Zen Rinzai. Si vous pouvez rappeler ce qu'est le Zen Rinzai. Le Rinzai est une école à part entière du Zen, tout comme l'est l'école Soto. Ce sont deux parois d'une même montagne. Donc ça se complète. À la fin, on arrive au même sommet. D'accord. Alors, on parle du souffle aujourd'hui. Si vous deviez le définir, qu'est-ce que vous en diriez? C'est un vaste sujet. Descartes a dit « je pense ». Donc je suis, à mon avis, il aurait dû dire « je respire, donc je suis ». La première chose que fait un enfant à sa naissance, c'est pas de pleurer ou de crier, c'est d'inspirer. Et la dernière chose qu'on fait sur cette terre, c'est expirer. Et entre cette première inspiration et cette dernière expiration, toute sa vie, on aura était en train d'inspirer, expirer, inspirer, expirer. Alors, excusez-moi de vous couper, mais entre l'inspire et l'expire, il y a aussi ce qu'on appelle le vide, qui n'est pas du néant. À quoi ça sert? Le vide sert à remplir ce qui est dans l'univers. En fait, l'univers est un grand vide avec beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, la méditation, justement, on l'oublie trop souvent, c'est un travail sur le souffle. Exclusivement. Déjà. Voilà. Exclusivement. Toutes les écoles du bouddhisme qui existent, aussi bien dans le petit véhicule que le grand véhicule, proposent des techniques de méditation basées sur le souffle. Et à ce propos, le mot méditation n'est pas un terme qui correspond à ce qu'est
le travail sur le va-et-vient du souffle. Le mot méditer veut dire se concentrer sur un sujet, sur un thème, afin d'approfondir quelque chose d'intellectuel. Mais la méditation bouddhiste consiste à se concentrer et à se consacrer à la pratique du va-et-vient du souffle. Alors, on retrouve l'importance justement entre l'inspire et l'expire du vide par rapport à la concentration, la vigilance, quand on dit regarder les pensées, etc. Oui, en tournant ses regards à l'intérieur de soi-même et en se consacrant à cette concentration sur le va-et-vient du souffle, on voit clairement le processus de la formation des pensées. Et si le samadhi est cet état de non-pensée qui intervient après de longues années de méditation, c'est parce qu'on a, à un moment donné, fait un travail qui consiste exclusivement à prendre conscience de ce va-et-vient des pensées qui se fait en même temps que le va-et-vient du souffle. Alors, si on se concentre sur le souffle, justement, on parvient à canaliser ces émotions qui vont être moins perturbantes. Qui vont être plus naturelles. Plus naturelles et moins excessives. Voilà. Alors, on dit que le travail sur le souffle, que ce soit pour une voie spirituelle ou dans les arts martiaux, s'effectue à partir du centre qui se trouve dans le bas-ventre. Oui, en Asie, on considère que le ventre, le bassin, c'est le chaudron dans lequel mijote l'énergie. Le chaudron dans lequel mijote l'énergie. Alors, il faut l'allumer. Et voilà. Donc, si la tête commande l'exécution d'un geste, en fait, l'énergie, ce qui commande ce geste, ce qui met ce geste en vie, provient du bas-ventre. Du bas-ventre, du chaudron, qui se trouve au-dessous du nombril. C'est comme un interrupteur et une ampoule. Alors, la lumière se fait parce qu'on aura appuyé sur un interrupteur. Alors, les gens très rationnels vont vous expliquer que la respiration, ça se situe au niveau des poumons. Et on voit bien la différence. Là, on ne parle pas que de respiration, on parle de souffle, d'une énergie vitale. Oui, les poumons, c'est l'organe qui sert à inspirer, mais ils sont équipés d'un filtre à énergie. Et cette énergie se diffuse dans tout le corps, bien évidemment, mais c'est une énergie qui est dans l'atmosphère. Elle ne vient de nulle part ailleurs que dans l'atmosphère. Et le corps humain est une partie de cet univers. Donc, si on arrive à concentrer son énergie dans ce qu'on appelle le hara, ça ne veut pas dire que cette énergie ne reste que à cet endroit-là. Alors, on voit bien, grâce à tout ce que vous venez de dire, l'importance de passer par le corps pour comprendre, par exemple, un principe comme celui de l'interdépendance des êtres et des phénomènes. Parce qu'à travers le souffle, on peut voir comme ça qu'on est vraiment tous reliés et qu'il ne sert à rien de rester dans nos égoïsmes et dans nos enfermements. Tout à fait. Et d'ailleurs, toutes les voies traditionnelles, que ce soit la calligraphie, par exemple, ou le tir à l'arc, on considère dans la calligraphie que le pinceau, c'est la prolongation de son bras et le papier, la prolongation du pinceau. Il n'y a pas soit le pinceau, le papier. Ce sont trois choses qui deviennent un. Et atteindre cette unité, ce un, se fait par une concentration importante de ce qu'on fait au moment où on le fait et dictée par une synchronisation des respirations. Lorsqu'on exécute un idéogramme, cet idéogramme se fait en expirant profondément
et cet expire dicte le geste. D'où la spontanéité. D'où la spontanéité. C'est la même chose, par exemple, dans le tir à l'arc. Le tir à l'arc japonais, qui est une discipline où les gestes se font très lentement, où on élève l'arc, mais lorsqu'on élève l'arc, on le fait en ayant préalablement inspiré, et cette élévation se fait sur l'expire. Ensuite, on inspire, on pivote, on ouvre l'arc. Cette ouverture se fait en expirant, puis lentement, on lâche le souffle et on décoche. Tout ça en étant concentré d'abord sur ses respirations, ensuite sur les gestes. Donc, ce qui veut dire que le geste vient du corps, en fait. Il n'est vraiment pas intellectuel, il n'est pas pensé. Il n'est pas pensé, sauf au début, oui, lorsqu'il s'agit d'acquérir la mémoire du corps, bien sûr, de manière à ce que la tête ne commande plus le geste. Donc, il y a une phase d'apprentissage. Voilà, de manière à ce que le corps lui-même sache ce qu'il doit faire. Et c'est là où on atteint cet état de non-pensée, de concentration profonde sur l'instant présent et qu'on appelle le samadhi. Vous m'avez parlé de la mendicité et du souffle Ro, je ne sais pas comment on dit. Oui, Ro. Eh bien, 3 fois par semaine, dans les monastères au Japon, on va faire la mendicité à la file indienne et les bonzes chantent à voix haute dans les rues de Kobe. Donc ça passe... C'est un travail qui part du ventre, effectivement. Et à ce moment-là, les gens qui entendent les bonzes passer, eh bien, savent que c'est le moment d'être généreux et de faire un petit don aux bonzes qui passent. Alors, voilà. Pour conclure, peut-être tout simplement expliquer en quelques mots comment les personnes qui vont regarder cette émission peuvent appliquer ce que vous venez de dire. Eh bien, l'appliquer dans la vie de tous les jours nécessite d'abord de passer par une pratique quotidienne ou quasi quotidienne de la méditation, de manière à acquérir cette capacité à rester concentré sur son va-et-vient du souffle, donc à rester à l'intérieur de soi-même et non pas être toujours en train de se projeter à l'extérieur de soi-même. Et le paradoxe étant que plus on est centré, plus on est à l'intérieur, plus on est ouvert aux autres. Voilà, puisqu'on est ouvert à soi-même. Merci Taïkan, Josie. Je vous en prie. Voici maintenant quelques ouvrages. Tout d'abord, ces livres de notre invité. L'art du Koan Zen est publié par Albin Michel. Zen et Zazen et Au cœur du Zen sont édités par le Courrier du Livre. Sarbacane, le souffle du présent de Michel Laurent Diopaz, et avec une préface de notre invité, est publié par les éditions Le Souffle d'Or. Versets jaillit du centre de Stéphane Bachelor est publié par les éditions Kunchab. Le dialogue de François Chang est édité par Desclés de Brouwer et on termine par ses revues Tindrel publié par Dagpo Kagulin et Dharma publié par les éditions Prajna. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Très très belle journée à tous, excellente semaine. Et n'oubliez pas de donner du bonheur et de la joie autour de vous. À dimanche prochain.